coup, l'accompagnement des patients infectés par un virus, c'est quelque chose qu'il connaissait bien. Et aujourd'hui, on lui a demandé de venir discuter avec nous de l'hépatite B. Et comme il connaissait bien le VIH, l'hépatite C et l'hépatite B, on s'est posé la question en interne si l'hépatite B pouvait tirer un enseignement de toute la révolution qu'on vient de passer pendant 20 ans dans l'hépatite C, où on ne pensait pas pouvoir guérir. Et aujourd'hui, on en est encore là. On parle des traitements au long cours dans l'hépatite B. Qu'est-ce qu'on a compris de l'hépatite C qui pourrait être applicable à l'hépatite B? C'était une peau de banane et je te remercie d'avoir accepté de venir. Merci. Merci Pascal, bonjour à tous, merci de m'accueillir. Je vais essayer de ne pas glisser sur la peau de banane. J'ai donc pris le parti d'essayer effectivement de faire une sorte de mettre en perspective l'hépatite B, l'hépatite C, et un petit peu comment on se présentait les choses. Alors c'est pas le bon, c'est là. Voilà. Donc, pour commencer en introduction, la réflexion un petit peu que j'ai eue par rapport à ces deux pathologies, ces deux virus, c'est de me dire que finalement, le virus C avait rattrapé et dépassé le VHB. Parce que pour un hépatologue plus tout jeune que je suis, finalement, depuis pas mal d'années, on était assez tranquille avec nos hépatites B. Avec l'arrivée des analogues de nucléotides, finalement les hépatites B qui nous terrorisaient quand on était interne parce qu'on voyait les cirrhoses, on voyait des choses gravissimes arriver, qu'on avait beaucoup de mal à les transplanter. Dès l'instant où on a eu les analogues de nucléotides et de nucléosides, on était beaucoup plus tranquille, on calmait ces pathologies, on se retrouvait dans la situation qu'on connaissait avec le VIH effectivement depuis 1996, des maladies qu'on stabilisait, un virus qui dans la plupart des cas ne montrait pas le bout de son nez, on était assez tranquille. Et puis à l'inverse, le VHC, on était très empoisonné. On avait des traitements effectivement qu'on n'utilisait plus depuis longtemps dans l'hépatite B. On utilisait l'interféron, on avait des traitements mal tolérés et ça marchait bon an mal an, un coup sur deux. Donc voilà, on en était là il y a 2-3 ans. Et puis il y a eu cette accélération que vous connaissez tous vis-à-vis du VHC. Non seulement le VHC il a rattrapé l'hépatite B, mais il est loin devant maintenant. Et donc on est amené à se reposer la question et finalement qu'est-ce qu'on fait pour le VHB? Alors, est-ce que la comparaison est possible? Je vais essayer de voir un petit peu sur les différents pans, l'épidémio, le dépistage, l'histoire naturelle, les indications thérapeutiques qui sont, à mon sens, un enjeu très important aujourd'hui, et puis ce qu'on appelle, maintenant, vous avez sûrement entendu parler de ça, l'HBV cure, la guérison, l'objectif de guérison de l'hépatite B. Est-ce que finalement, c'est la question clé, est-ce qu'on peut espérer faire la même chose dans le B que dans le C? Est-ce qu'on peut guérir, éliminer définitivement ce virus? Alors, l'épidémio, je n'ai pas trop mis de grave de choses comme ça, c'est plus le fruit d'une réflexion. Finalement, qu'est-ce qu'il en est du VHC sur l'épidémiologie aujourd'hui? L'épidémiologie aujourd'hui, au fil des réflexions, des rapports qu'on a pu créer, finalement, on va se centrer de plus en plus sur des populations particulières pour lesquelles on a l'impression qu'il y a encore un gros boulot de dépistage à faire. On a dit, et ça a été répété dans le rapport qu'on est par Daniel Dumeau, que probablement qu'il fallait quand même proposer un dépistage universel au moins une fois dans la vie des gens. Donc on a des idées assez claires finalement sur ce qu'il faut faire, même si on n'y arrive pas encore complètement. Et puis on a eu, après les avoir attendus très longtemps, je vous le concède, l'arrivée des TROD qui vont se répandre. Donc on a quand même des outils qui sont effectifs, on a des idées à peu près claires sur comment utiliser ces outils. Et puis on a un dernier point qui est à mon avis essentiel, c'est que alors même qu'on n'a pas de vaccin, on a des thérapeutiques qui deviennent des outils de réduction des risques. Dans les populations particulières, dans les populations à haut risque, que ce soit les patients co-infectés par le VIH, que ce soit chez les usagers de drogue, le traitement maintenant devient un outil de réduction des risques. Et on le réfléchit dans un certain nombre de situations RCP comme ça. Alors, dans le VHB, clairement, quand j'essaie de réfléchir en venant ici, les stratégies de dépistage du B, à mon sens, elles sont beaucoup moins claires. Elles sont beaucoup moins claires, puis elles sont surtout beaucoup moins réfléchies, beaucoup moins pensées depuis un certain nombre d'années par les hépatologues et au niveau de la santé publique. Stratégie de dépistage, j'ai cherché, je ne sais même pas trop quoi vous dire, pour être clair. Je ne suis peut-être pas très au point, mais malgré tout, on sait qu'on dépiste l'entourage d'un patient infecté, ça tout le monde est d'accord. On sait qu'il y a une proposition de dépistage chez les gens qui viennent de régions à risque. On sait qu'on recommande le dépistage chez les gens qui ont un risque avéré de transmission sexuelle ou d'exposition au sang, mais finalement rien de très structuré. Est-ce qu'il faut proposer le VHB à tout le monde une fois? Je ne sais pas, je n'ai pas trouvé. Donc vraiment il y a du boulot à faire, ne serait-ce qu'un boulot de réflexion. L'accès aux TROD, j'ai mis 3 petits points. Les TROD VHB existent depuis longtemps, presque aussi longtemps que les TROD VHC, mais vous savez qu'ils ne sont encore pas mis à disposition.
Ils sont utilisables, alors c'est presque un paradoxe, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à être utilisés par les pays en voie de développement, ce qui est plutôt pour une fois une bonne chose, qu'on commence par ces pays-là. Néanmoins, leur modalité d'utilisation, les stratégies d'utilisation des TROD, on les attend encore. Donc, un autre point important sur les populations à dépister, finalement, quand on réfléchit, on ne voit pas bien pourquoi on ferait un distinguo entre ces 3 virus. Certes, il y a des différences de mode de contamination qu'on connaît bien, mais finalement, avec ces fameux TROD dissociés, on en est aujourd'hui, je trouve, dans les programmes de dépistage qu'on décrit, à faire un distinguo, c'est-à-dire à dire on va faire un programme de dépistage VHC, on va faire un programme de dépistage VIH, et si vous regardez comment se déploient les TROD en région aujourd'hui, moi je suis un petit peu surpris de ça. L'oublier, c'est quand même souvent le VHB. C'est-à-dire qu'on a les associations très militantes du VIH qui font du dépistage du TROD VIH depuis longtemps dans les milieux gays, dans les expositions sexuelles, dans les milieux festifs. On va avoir chez les usagers de drogue et tous les gens qui s'occupent des usagers de drogue, on va se battre pour déployer le VHC et le VHB au milieu de tout ça. Il est où ? Et je pense que c'est une vraie question à mon avis. Et puis, on ne peut pas parler du VHB, et pour faire le pendant d'outils de réduction des risques, on est quand même dans une situation avec ce virus qui est qu'on a un vaccin qui est excessivement efficace. Excessivement efficace. Je ne veux pas revenir sur la problématique de la vaccination dans notre pays, mais je pense qu'on n'en parle quand même pas beaucoup. Alors j'en dirai un mot tout à l'heure pour dire qu'il ne faut pas avoir un discours uniquement pessimiste, parce que les choses évoluent, mais je trouve que, voilà, un petit peu le constat sur l'épidémie et le dépistage. Alors 2-3 mots, des choses que vous connaissez, je vais aller assez vite là-dessus, parce que la prévalence d'hépatite B, en France, on n'a pas, vous voyez que les chiffres que je vous donne, ils n'ont pas été actualisés depuis un petit moment, mais c'est les seuls finalement dont on dispose de façon très claire. La prévalence, elle n'est pas très éloignée en termes de séroprévalence de celle de l'hépatite C. Vous voyez que le nombre potentiel de patients atteints, il n'est pas très éloigné de celui de l'hépatite C. Donc c'est un problème qui est à mon avis tout à fait aussi important en termes de population touchée que celui de l'hépatite C. Et puis ce qu'on connaît très bien, c'est ça. C'est que c'est une infection qui n'est pas, comme toutes ces infections virales, qui n'est pas également répartie à travers la planète, ça on le sait tous. Vous voyez que quand on est originaire du Moyen-Orient ou d'Afrique subsaharienne, les probabilités qu'on ait rencontré le virus B et qu'on en soit porteur sont très importantes. Et puis, la réflexion qu'on a aujourd'hui, moi je ne sais pas vous, dans votre entourage, mais enfin, nos enfants, ils voyagent là aujourd'hui, je trouve. Moi j'ai un fils, là, il m'a appris il y a 3 semaines qu'il partait 6 mois à Singapour. Donc, il est vacciné contre l'hépatite B, j'en suis ravi. Mais néanmoins, je pense que l'idée de se dire qu'on est dans un pays où le virus B, il est à 0,58%, puis finalement, ce qui se passe chez nos voisins, ça ne nous concerne pas tellement, ne paraît pas être une option très actuelle à l'ère de la mondialisation, dont on peut dire plein de choses par ailleurs. Enfin, ça, c'est quand même une réalité. Alors, j'ai mis cette diapositive parce que je la trouve intéressante. Je vais vous l'expliquer rapidement. Ça, c'est la prévalence d'antigènes HBs chez les enfants après les programmes de vaccination. Ça veut dire que, qu'en est-il à travers le monde ? On a un vaccin. En France, on a été les mauvais élèves de la vaccination. On a eu des expériences dans des pays, à Taïwan, on a montré que le vaccin était très efficace, ça marchait bien. Alors, effectivement, c'est efficace. Vous voyez que là, c'est en Asie, là, c'est en Afrique. Le déploiement des programmes de vaccination, vous voyez qu'on part en Afrique centrale, c'est majeur en termes de prévalence. La vaccination fait globalement baisser la prévalence de l'antigène HBs. Donc on peut se dire que ça progresse. Néanmoins, vous voyez d'où on part et vous voyez où on est encore aujourd'hui. Donc la problématique, elle reste actuelle de façon criante à travers la planète. Et je crois que c'est un élément très important qu'on doit avoir dans notre réflexion quand on réfléchit à la prise en charge des hépatites B et à la problématique de la vaccination dans notre pays. Alors, la vaccination chez nous... Alors ça, avant la vaccination, je voulais dire un mot, justement pour revenir au dépistage. Je crois que cette épidémie, cette épidémiologie de l'infection virale B, elle justifie pleinement qu'on réfléchisse au dépistage de l'hépatite B dans notre pays. Et je crois qu'on a tout intérêt, nous, hépatologues, vous, associatifs, à faire ce que vous avez déjà fait pour l'hépatite C, c'est-à-dire à se bouger pour avoir des TROD et pour avoir des outils de dépistage et développer des stratégies de dépistage cohérentes dans cette population. Donc il y a des expériences qui existent, on les connaît. C'est plus le coq, c'est le, je sais pas. Donc il y a des stratégies de dépistage qui sont testées. Ça, je vous ai mis celle présentée par Julie Bottero chez un médecin du monde, chez Migrants d'Afrique saharienne. Vous voyez que c'est une pratique de 3 TROD
Et l'intérêt de ces 3 TROD, vous voyez que ça veut dire que les gens ont le résultat. 98% des patients, par définition, j'aurais tendance à dire, accèdent à leurs résultats. Et puis surtout, cet accès rapide aux résultats permet un accès au parcours de soins. Parce que ça, je crois que c'est vraiment un élément essentiel. Vous connaissez bien, ce n'est pas tout dépisté. Si on dépiste quelqu'un qui ne va pas aux soins et qu'il n'a pas accès aux soins, ça ne sert à rien. Et ça, je crois que c'est la force des TROD. Donc il y a d'autres expériences qui ont été conduites dans d'autres milieux à risque. Nous, à Lyon, on a une expérience aussi avec des TROD. Je crois que c'est vraiment un point important en matière de dépistage. Il faut y aller. Et puis, l'immense avantage de cette histoire-là, c'est qu'on sort des stratégies pour un virus, avec une population un peu à risque pour un virus. On a d'emblée 3 virus qui sont considérés. Alors, ça, c'était le dépistage. Le petit mot sur la vaccination en France, pour donner un petit peu quand même un message pas forcément défaitiste. Vous voyez que la première diapo, elle est plutôt défaitiste. Ça, c'est les enfants 6-15 ans qui ont eu 3 doses de vaccin. Et vous voyez qu'en 2009, il y en a 43%. Donc c'est quand même pas terrible. Alors, on voit que ça a été mieux au début, mais enfin, vous connaissez l'histoire. Par contre, la nouvelle qui est plutôt favorable, c'est que c'est en train de s'améliorer chez les nouveau-nés, chez les petits, chez les nourrissons, pas les nouveau-nés. Vous voyez que globalement, depuis un certain nombre d'années, ça, on a les chiffres en violet là-haut de 2014, vous voyez que les parents acceptent de faire vacciner leur bébé et qu'on a un taux qui est de 92%. Donc on peut espérer que si la dynamique continue, peut-être que dans 10 ans, on aura rattrapé le reste des pays concernant la vaccination VHB. Enfin, c'est quand même un élément et je crois qu'il faut continuer à militer à ce niveau-là. Donc, voilà, ça, c'était la réflexion sur dépistage épidémiologique. Alors, un petit mot sur l'histoire naturelle. Donc, l'histoire naturelle, si on va comparer, si on va se poser la question histoire naturelle du B, histoire naturelle du C, les choses vont être assez rapides. L'histoire naturelle du C, vous la connaissez, une maladie qui est un peu de façon théorique, une maladie de la fibrose hépatique. On part d'un foie qui va bien, on va vers un foie qui va petit à petit développer de la fibrose, voire aller jusqu'à une cirrhose. Et on connaît un certain nombre de facteurs associés qui vont accélérer la progression de cette fibrose, l'alcool en particulier, éventuellement d'autres virus. Donc on est sur un schéma qui est assez clair, assez simple. C'est vrai que l'hépatite B, c'est plus compliqué. C'est vrai que l'hépatite B, c'est plus compliqué et que c'est probablement un des éléments qui rend la vision, qui rend les messages qu'on va donner sur sa prise en charge beaucoup plus complexes. Alors, on va essayer de faire simple, mais finalement, ce qui est important, c'est ça. Je vous montrerai une diapo qui complète un petit peu ça. C'est-à-dire que l'hépatite B, c'est un petit peu l'archétype de la pathologie qui est médiée par l'immunité. C'est-à-dire que le virus peut être présent dans l'organisme sans d'emblée générer des dégâts dans le foie. C'est ce qu'on appelle la tolérance immune. C'est ce qui se passe chez les tout-petits qui sont contaminés par la transmission du virus de la mère à l'enfant. Il y a beaucoup de virus, c'est ce qu'on voit là. Il n'y a pas de réponse immunitaire et donc le foie, au moins dans un premier temps, ne souffre pas. Cette situation, elle ne dure pas en général. Et vers l'adolescence, au début de l'âge adulte, eh bien, l'immunité se réveille et vous avez le virus qui commence à être attaqué par la réponse immune, la réplication du virus qui va monter, et cette attaque, entre guillemets, de l'immunité va créer les dégâts dans le foie. Ça, c'est l'hépatite chronique. Et puis, dans un certain nombre de situations, cette réponse immunitaire va suffire à contrôler l'infection virale B. À contrôler l'infection virale B, vous allez avoir un certain type d'anticorps, les anticorps anti-HBE qui vont apparaître, une réplication du virus qui va persister, mais à minima, et des dégâts dans le foie qui vont s'arrêter. Pour autant, il pourra y avoir des séquelles dans le foie, il y aura toujours du virus dans le foie. Et cette situation-là, malheureusement, elle n'est pas forcément stable dans le temps, puisque dans un certain nombre de situations, ça va pouvoir réactiver. Donc vous voyez que sur la même histoire, on peut avoir 4 phases différentes. Et ce qui complique les affaires, c'est que ces 4 phases, elles ne sont pas forcément chronologiquement claires. C'est-à-dire qu'on peut passer de l'infection aiguë, qui est là, à une infection chronique active. On peut aller au portage inactif, mais ça peut réactiver et revenir vers une infection active. Et puis de la même façon, on peut aller vers la tolérance immune, puis vers la phase d'activité. Bref, toutes ces situations vont pouvoir se succéder chez un même patient. Et à un moment donné, il est parfois très difficile de savoir exactement où on en est dans l'hépatite B. Donc pourquoi je vous raconte ça ? C'est parce que c'est important quand on va vouloir comparer, en particulier les indications thérapeutiques chez les patients atteints d'hépatite B avec ceux de l'hépatite C. Le risque, pour autant, il est le même. On a largement parlé tout à l'heure.
la cirrhose et le carcinome hépatocellulaire sont des risques majeurs. Et vous voyez que comme pour la NASH, dont on vous a parlé tout de suite, il y a une possibilité d'aller au carcinome hépatocellulaire sans passer par la cirrhose. Et ça, c'est une réflexion qui est très importante quand on va discuter des indications thérapeutiques tout à l'heure. Alors, un autre point important qui concerne, parce que ça on en parle très peu, qui concerne finalement l'impact sur la qualité de vie. L'impact du virus de l'hépatite B sur la symptomatologie. On connaît ça très très bien maintenant sur le VHC, les cryolines, les vascularites, la fatigue, la dépression. C'est vrai que les données sur l'hépatite B sont moins nombreuses. L'impression est dans les études, vous le voyez un petit peu là-dessus, que l'infection virale B est moins associée potentiellement à ces symptomatologies, à ces symptômes généraux. Pour autant, attention, parce que compte tenu de ce que je vous ai raconté tout à l'heure, quand on fait des études sur l'hépatite B, on a une population qui est excessivement hétérogène. Et ce sera le cas dans les études asiatiques. Dans les études sur l'hépatite B, vous avez à la fois des gens qui ont des transaminases strictement normales, très peu de virus, et des gens qui vont avoir à l'inverse des cirrhoses liées au virus B. Et beaucoup de ces études poulent un petit peu l'ensemble de ces patients. Vous voyez néanmoins qu'il y a un impact, même s'il est probablement un peu moindre que celui de l'hépatite C. Donc c'est aussi à considérer dans la prise en charge et dans les indications thérapeutiques. Alors on en vient à ces indications thérapeutiques. Ça, c'est les recommandations de l'EASL. Qui est-ce qu'on va traiter, à qui on va proposer un traitement pour l'hépatite B? Aujourd'hui, dans les recommandations actuelles, qui datent de 2012 et qui doivent néanmoins être réactualisées tout bientôt. Là. Début de l'année 2017, il y avait une nouvelle mouture. Eh bien, pour l'instant, pour, entre guillemets, poser une indication de traitement d'hépatite B, il faut avoir des transaminases élevées, une multiplication du virus au-delà de 2000 unités et des lésions hépatiques. Alors après, on peut discuter. C'est vrai que les hépatologues français considèrent que si on a les transaminases élevées et qu'on est très largement au-dessus de 2000, on n'a pas forcément besoin de la biopsie hépatique. Néanmoins, vous voyez qu'il y a un certain nombre de patients qui ne rentrent pas dans les indications. Premiers patients qui ne vont pas rentrer dans les indications, c'est ce que je vous explique tout à l'heure, c'est ces immunotolérants. Transaminase normale, virus au-delà de 8 millions en général. Eh bien, ceux-là, théoriquement, ils ne rentrent pas dans les indications thérapeutiques. Et qu'est-ce qu'on dit simplement? C'est qu'il faut les surveiller. Et par contre, on est très inquiet au-delà de 30 ans. Parce que quand on a du virus qui se multiplie comme ça au fil des années, on est très très inquiet sur le risque de cancer. Pour autant, il n'y a pas de conduite à tenir et il n'y a pas d'indication thérapeutique bien fixée chez ces patients-là. Et puis, on va traiter les hépatites B actives, on va traiter les cirrhoses, mais les portages inactifs, pour l'instant, pas d'indication thérapeutique. Alors, est-ce qu'il faut revisiter ça? Est-ce que finalement, comme pour l'hépatite C, où on a dit pendant très longtemps, on ne traite de façon cohérente que les gens qui sont F2, parce que les autres, on considère que le traitement qu'on va leur proposer, il est plus dangereux que le bénéfice de ce qu'on va leur apporter. Est-ce qu'il faut revisiter ça? C'est la vraie question aujourd'hui. Est-ce qu'on a assez d'arguments pour le faire? Je vais essayer de répondre, ou peut-être partiellement, à ces questions. Alors, le point crucial, c'est ça. C'est qu'on sait, et ça c'est des cohortes taïwanaises, que sur des grandes populations, il faut être prudent, eh bien, le fait d'avoir une charge virale B qui est élevée est corrélé au risque de carcinome hépatocellulaire. Vous voyez que les gens qui sont à plus de 1 million, eh bien, à 11 ans, c'est un risque de cancer qui est très important. Alors, les détracteurs, entre guillemets, des conclusions qu'on tire de ces études disent oui, mais ce que je vous disais, dans cette population qui est énorme, il n'y a pas que des gens, il y a des gens qui ne répliquent pas beaucoup, il y a des gens qui vont avoir des transaminases élevées, il y a des gens qui vont avoir des antécédents familiaux. Donc, on a une population hétérogène. Quoi qu'il en soit, ça sort toujours. Et si on a exactement les mêmes courbes, si on regarde la cirrhose, si on regarde l'incidence de la cirrhose, c'est tout à fait corrélé à la réplication du virus B. Quand on voit ça, on se dit, est-il bien raisonnable de laisser sans traitement un patient qui a, je sais pas, plus de 20 000 unités de réplication virale B? Alors, jusqu'à présent, on n'avait pas de données chez ces tolérants humains. Donc, on a eu là, il y a un peu plus de 2 ans, des résultats. Il y a une étude qui a été faite pour essayer de répondre à cette question. Donc, je redis ce que j'ai dit. Tolérants humains, des gens qui ont beaucoup de virus, pas d'inflammation dans le foie et des transaminases normales. Et on a regardé chez ces gens-là si on avait un intérêt à les traiter. Pour resituer les choses, un des arguments pour ne pas les traiter, ces patients, c'est qu'on avait une grosse peur de voir apparaître des mutations de résistance. Vous savez que les premières générations d'analogues de nucléosides, les premières générations d'antiviraux, exposaient à l'apparition de virus résistants, de virus mutants, qu'on était dans une difficulté après pour les traiter. Donc on s'est dit, si on traite des gens, et c'est exactement la même chose que ce qu'on a raisonné pour le VIH, si on traite des gens qui ont une réplication au plafond avec un seul médicament, c'est
finalement la meilleure situation pour sélectionner des mutants résistants et se retrouver dans des impasses. Donc ça a été des arguments très forts pour dire qu'il ne faut pas traiter ces gens-là. Leur foie va bien, on ne va pas prendre le risque pour l'avenir de développer des mutations de résistance. Alors ça, c'était vrai jusqu'à ce qu'on ait les 2 derniers nucléosides, le tenofovir et l'entecavir. Ces 2 médicaments, on sait que le risque de voir apparaître sous ces traitements des mutants résistants, il est nul quasiment pour l'entecavir, pour le tenofovir en particulier, et excessivement faible pour l'entecavir. Donc on a regardé ce qui se passait chez ces patients-là, transaminase normale, vous voyez une réplication virale forte, et on a comparé le tenofovir et le Truvada, tenofovir plus FTC. Et vous voyez que ça, c'est le pourcentage de patients qui négativent leur ADN du VHB, et vous voyez que globalement, eh bien, on arrive à des pourcentages qui sont excellents, 76% quand on associe les deux, un peu moins bon, 55%. Vous voyez que là, on est encore qu'à la semaine 192. Donc, les messages, c'est quoi? C'est qu'il faut du temps, mais que ça marche. Et si on regarde ce qui se passe en termes d'efficacité virologique, eh bien finalement, on s'aperçoit que sur l'ADN du VHB, ça marche, comme je vous le disais, pas trop mal, même s'il faudra probablement être patient pour négativer complètement le virus. Par contre, si on regarde ce qui se passe sur la séroconversion, la perte des antigènes, c'est pas terrible. Il faut bien reconnaître ce qui est. Mais par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que dans cette étude-là, eh bien, on ne montrait pas d'émergence de mutation de résistance au tenofovir. Donc, cette étude nous autorisait, entre guillemets, commençait à nous autoriser l'idée de se dire, ces patients-là, il est possible de les traiter. Alors, est-ce qu'il y a un rationnel aujourd'hui pour élargir cette indication à ces tolérants humains? Ça, c'est une vraie question. La question n'est pas complètement close, pour être clair, mais il y a probablement un rationnel. Il y a des traitements efficaces. On sait, et ça devrait s'améliorer encore, qu'on a des traitements qui sont plutôt bien tolérés au long cours, qu'on a peu de risques, finalement, sur le plan virologique. Et puis, on sait qu'à la base, probablement que cette réplication virale qui traîne chez ces patients-là, elle l'expose à un risque élevé de carcinome hépatocellulaire dans le temps, même s'il est très difficile à identifier. L'autre point qui est important, c'est que chez un patient donné, qui est répliquant et qui réplique fort, c'est très compliqué de savoir celui qui sera à risque de cancer dans le temps. Alors, il y a les antécédents familiaux, il y a un certain nombre de choses, il y a les comorbidités, mais on ne sait pas bien les sélectionner. Et puis, je vais juste dire ça, mais je ne vais pas aller trop dans le détail. Il y a quand même un rationnel théorique à ça. Il y a des études qui ont été faites pour analyser les clones d'hépatocytes au sein du foie chez les tolérants humains, et probablement qu'à un moment donné, cette réplication va favoriser l'émergence de clones qui ne seront pas infectés par l'hépatocyte et qui vont faire le lit du cancer. C'est un peu complexe, mais c'est un rationnel. Donc aujourd'hui, probablement que ce qui est le plus... ce qui amène à se reposer la question des indications du traitement du B et qui va peut-être nous rapprocher du C, c'est quand même, dans un premier temps, ces patients-là, les tolérants humains. Alors, deuxième situation qui est pour l'instant non traitée, c'est les portages inactifs. Portage inactif, je vous l'ai dit, pas de réplication virale B ou une réplication inférieure à 2000, transaminase normale, pas de lésion hépatique, et pour l'instant, on les surveille. Alors, est-ce qu'on fait bien de les surveiller? Il y a là encore 2 risques. Est-ce que ces patients peuvent réactiver? Donc ça, c'est une cohorte, on n'a pas beaucoup de données là-dessus. C'est une cohorte qui permet de voir un petit peu, c'est pas Papathéodéis, ça c'est Saint-Antoine, pardon, ça, les deux diapos ont bougé, mais peu importe. En gros, finalement, est-ce qu'il y a un risque de réactivation? Vous voyez que oui, 24% à 4 ans, c'est loin d'être négligeable. Pour autant, ce risque-là, il est très lié au niveau de multiplication virale. Et que si on est vraiment en dessous de 2000 unités, le risque, il est relativement faible. Et dans notre expérience, on voit bien que ces gens-là, ils ne réactivent pas tous les jours, quand on les surveille. Le seul problème, c'est qu'il faut arriver à les surveiller. Et ça, c'est pas si évident que ça. Un patient qui sont porteurs inactifs, on doit les voir au moins une fois par an. Et c'est souvent très difficile. On s'aperçoit au quotidien que même si on est assez proactif, finalement, on en voit souvent qui reviennent 5 ans après. Donc ça, c'est un vrai souci. Alors, donc, risque de réactivation probablement faible chez les vrais porteurs inactifs. Donc, ce n'est pas vraiment un argument pour dire on va tous les traiter. Et puis, le deuxième risque, c'est est-ce qu'il y a un risque de carcinome hépatocellulaire chez ces patients? Et là encore, c'est compliqué de répondre à cette question. Vous voyez que porteurs inactifs, c'est ceux qui sont en pointillé. Donc, on a 2 graphes. Il y en a un qui est en Asie et l'autre qui est en Europe et aux États-Unis. Et vous voyez que finalement, en Asie, le risque il est loin d'être négligeable chez ces porteurs inactifs. Et puis dans nos populations occidentales, le risque il est excessivement faible. Donc aujourd'hui, c'est compliqué de dire il faut traiter tous les porteurs inactifs.
Ce qu'on peut quand même probablement dire, c'est qu'il faut être assez rigoureux et strict sur le niveau de portage inactif, sur le niveau de réplication chez les porteurs inactifs, et qu'un porteur inactif qui est régulièrement entre 2000 et 20 000, qui est un petit peu cette zone d'ombre, eh bien, on va être de plus en plus incité à lui proposer un traitement sans trop attendre. Chez celui qui est en dessous de 2000, je crois que la question n'est pas résolue. Et puis, finalement, pour finir sur les options thérapeutiques, hein, et pour la HBV cure, finalement, quel est l'état des lieux aujourd'hui? Vous le connaissez bien. On contrôle la réplication virale chez la majorité des patients grâce aux traitements antiviraux, mais ce n'est pas partout dans la planète. Hein. On sait que l'accès aux antiviraux à travers le globe est loin d'être égalitaire. On sait que finalement, ces traitements, même s'ils sont efficaces sur la réplication, eh bien, ils permettent assez rarement de perdre l'antigène HBS, mais que quand même, on a statistiquement une réduction du risque de carcinome hépatocellulaire. Pour le reste, le gros enjeu, c'est ça. Hein, c'est la perte de l'antigène HBS. Et puis, ce qu'on appelle l'ADN super enroulé. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, ce cccDNA, ce truc qui ressemble à rien. cccDNA, c'est un intermédiaire de réplication du virus d'hépatite B. C'est un passage obligé dans la réplication du virus d'hépatite B qui fait que dès qu'on a été infecté par le virus d'hépatite B, cccDNA, hein, ce qu'on appelle de l'ADN super enroulé, il va rester présent dans la cellule hépatique, dans l'hépatocyte, hein, même des années après. Hein. Et alors, il a deux conséquences. Ça peut être l'origine de la réactivation à distance, mais c'est aussi un truc très empoisonnant, c'est que c'est quelque chose qui va s'auto-répliquer dans son coin. C'est-à-dire que l'ADN super enroulé, il va permettre la réplication du virus B quand il y a de la réplication. Quand elle est bloquée, il n'y a plus de réplication, en tout cas détectable. Mais l'ADN super enroulé, il va continuer, lui, à faire son job et à se multiplier. Donc, c'est l'élément qui explique la pérennité, finalement, de ces infections virales B. Donc, aujourd'hui, on fait des traitements au long cours qui permettent de contrôler les maladies, ça on le sait, qui permettent de diminuer le risque de cirrhose et le risque de cancer. Et puis, finalement, on s'aperçoit que l'arrêt du traitement, il est quand même excessivement rare, même s'il y a des choses qui définissent un petit peu les conditions d'arrêt du traitement. Il y a très peu de malades qui perdent leur antigène HBS dans notre pratique. Hein. Moi, les malades qui ont perdu l'antigène HBS sous nuque et qui ont des anticorps anti-HBS chez qui j'arrête leur traitement, honnêtement, quand je prends mes deux mains, je pense que c'est suffisant. Pourtant, j'en suis quand même un certain nombre. Donc, c'est une situation assez exceptionnelle. Alors, aujourd'hui, comment ça marche et de quoi on dispose? On dispose de deux choses. Les analogues de nucléosides qui arrivent là. Hein. Donc ça, c'est le cycle de réplication du virus. Je vous montrerai tout à l'heure un petit peu comment ça fonctionne. Et là, l'interféron alpha qui va agir sur l'immunité et sur ce cccDNA, mais on sait que c'est clairement insuffisant. Aujourd'hui, ça on connaît. La perte de l'antigène HBS après 2 à 5 ans de traitement, c'est finalement la grosse déception de cette histoire-là, de ces médicaments. Vous voyez que le mieux qu'on fasse, c'est avec le tenofovir et avec l'interféron. Chez les patients antigène HBE+, qui ne sont clairement pas ceux qu'on voit le plus souvent chez nous. Donc vous voyez qu'on est au maximum, après 2 à 5 ans de traitement, à 10% d'élimination de l'antigène HBS. Et puis chez les antigènes HBE, vous voyez qu'on fait beaucoup moins. Hein, et finalement, il n'y a que l'interféron qui tire son épingle du jeu dans ces cas-là. Donc on est dans une situation où on voit clairement qu'on a des traitements qui permettent de contrôler la maladie. On se retrouve dans la situation du VIH, mais la guérison, on n'y est pas. Et puis, l'autre insuffisance de ces médicaments, je vous ai dit qu'on réduisait le cancer du foie, mais on ne l'annule pas complètement. Donc là, c'est bien Papa Théodoridis, le grec, c'est la bonne référence. Et il vient nous montrer à la SLD la suite un petit peu de ces études-là. Vous voyez que ça, c'est l'incidence du carcinome hépatocellulaire chez des patients contrôlés par les médicaments dont on dispose. Vous voyez qu'à 1 an, 1,3%, à 5 ans, 8,7%. La relativement bonne nouvelle, c'est qu'au-delà de 5 ans, la courbe qui monte a tendance à se tasser un petit peu. Hein. Donc on a un bénéfice à contrôler vraiment dans le temps cette infection virale B. Hein. Mais clairement, ce risque, il persiste. Alors, est-ce qu'il y a moyen de faire mieux aujourd'hui? Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut guérir? Alors, l'objectif de la guérison et la définition, ça va être d'emblée une définition virologique, avec la possibilité d'interrompre les traitements en évitant la réaction, de faire perdre cet antigène HBS et, si possible, eh bien de faire que ce fameux cccDNA soit inactivé ou éliminé complètement. C'est ça l'objectif finalement d'un traitement optimal de l'hépatite B, avec effectivement cette clairance. Et puis ça, on espère que ce sera corrélé à une guérison clinique, avec régression de la progression de fibrose et arrêt, enfin on a vu ce que ça donnait pour l'hépatite C, du risque de CHC.
Alors, une étape intermédiaire avant l'avenir, je dirais, c'est que vous savez qu'on va avoir, même si ça tarde un petit peu à mon sens, dans un premier temps, une amélioration finalement des thérapeutiques dont on dispose actuellement, ce qu'ils appellent le tenofovir à la phénamide. Donc ça, qu'est-ce que c'est ? Ça marche exactement comme le tenofovir, simplement du fait de sa modification pharmacologique. Vous voyez qu'on n'a pas d'accumulation de tenofovir qui est toxique pour le rein ou les os dans le plasma. Et donc on va avoir un médicament qui ne sera pas plus efficace, mais on aura probablement un peu moins d'état d'âme à laisser au très long cours. Donc ça, c'est un petit pas, mais ça ne va pas nous amener plus de guérison aujourd'hui. Alors, j'ai fini, parce que je ne vais pas vous détailler toutes les études, mais c'est simplement pour vous dire ce qui va se passer dans un avenir relativement proche. Donc ça, c'est le cycle de réplication du virus. Et on va finir sur l'HBV cure là-dessus. Vous voyez que le virus, il va rentrer dans la cellule, il va rentrer dans le noyau, il va y avoir fabrication de cet ADN super enroulé dont je vous ai parlé, qui va être l'intermédiaire de réplication, fabrication d'ARN, translation de cet ARN, reverse transcription, ce qui est la caractéristique du VIH et du VHB, c'est là où agissent nos médicaments actuels, et puis après on fabrication de nouveaux virions. Donc aujourd'hui, je vous l'ai montré, on agit là et un tout petit peu là. Demain, on espère commencer aujourd'hui, on a toutes ces cibles-là, vous voyez, qui commencent à être étudiées. Les choses les plus avancées, c'est ça. Le Mircludex, c'est un inhibiteur d'entrée qui va bloquer l'entrée, le récepteur qui va permettre l'entrée du virus dans la cellule. Donc ça, c'est très intéressant, mais on vient d'avoir des résultats dans l'hépatite delta aussi. C'est très intéressant, mais ça tarde un petit peu à se développer. On est quand même un petit peu déçus, il faut dire les choses comme elles sont. Et ce sera pas une solution toute seule. C'est peut-être quelque chose qui va s'associer à d'autres choses. Deuxième option, et là c'est excessivement compliqué, c'est les inhibiteurs de l'ADN super enroulé. Donc là, on est sur des actions sur la chromatine, sur de l'épigénétique. Donc il y a plein de candidats qui commencent à être en études. Alors c'est des phases 1, c'est des phases chez la souris. Il commence à y avoir quelques études chez l'homme. Autre étape au niveau de l'ARN, c'est ce qu'on appelle les SI-RNA, donc l'interférence d'ARN. Là encore, plusieurs résultats d'études à la SLD. J'ai délibérément pas voulu vous montrer les résultats d'études parce que c'est quand même excessivement complexe et pas très parlant pour l'instant parce que la plupart du temps c'est chez la souris. Donc, mais il y a au moins 3 ou 4 molécules d'ARN interférence qui vont agir là. Et puis les inhibiteurs d'encapsidation. Là encore, c'est le deuxième point qui est probablement le plus avancé. On a trois candidats molécules. Un qui s'appelle le nafarmib, là encore, qui a été testé dans l'hépatite delta avec des résultats un peu décevants, avec une tolérance qui n'est pas super à la SLD, mais il y a au moins deux autres candidats. Et puis des inhibiteurs de polymérase qui sont là un peu plus lointains. Donc ça, c'est le blocage du virus. Donc vous voyez qu'on a beaucoup de candidats. Et puis parallèlement à ça, et on en a tout parlé tout de suite, eh bien, l'action sur l'immunité, parce que pour moi, parallèlement au blocage du virus, il va falloir se débarrasser de ces hépatocytes infectés et l'action immunitaire va être importante. Et on a toute une cascade de médicaments, dont des médicaments qui sont utilisés dans le cancer, dont on nous a parlé en début d'après-midi, les inhibiteurs de PD1, qui commencent à être testés et pour lesquels il y a des options là-dedans. Donc il y a beaucoup les agonistes TLR, où là encore il y a des essais dont on a eu les résultats récemment, et puis des vaccins thérapeutiques. Donc vous voyez que voilà, l'avenir, il est impressionnant, il y a plein de choses qui vont arriver, mais force est de constater qu'on n'est pas encore tout à fait au niveau de l'hépatite C, malheureusement, qu'il y a encore un petit peu du chemin par rapport à ça. Je vous ai juste mis cette diapo pour vous montrer les labos impliqués, parce que ça, c'est aussi un message important. Globalement, vous voyez qu'après l'investissement fort sur l'hépatite C, il y a beaucoup de sociétés qui ont basculé leurs recherches sur l'hépatite B. Il y a des noms qu'on connaît un peu, vaguement. Et puis il y a des nouveaux, ce qui est quand même encourageant aussi. Et il y a beaucoup de choses sur ces nouveaux développements. Donc en conclusion, je crois qu'un message sur le dépistage. Il ne faut pas oublier le VHB en matière de prévention et de dépistage, ça c'est clair. Qu'il y a eu gros progrès sur la connaissance du cycle de réplication virale et que ces projets sont assez récents et tout ce que je vous ai montré là, c'est ce qui permet d'avancer aujourd'hui. Que globalement, on a l'impression que l'investissement des sociétés savantes et de l'industrie est importante. Il faut aussi situer le programme HBV Cure de la NRS qui est là-dedans. Et puis qu'on a beaucoup de molécules en phase préclinique
mais qui sont encore des résultats très précoces, mais je crois plein d'espoir. Merci beaucoup. Merci François. Alors pour ceux qui sont d'accord et qui disent que c'est compliqué l'hépatite B, je rappelle qu'on a volontairement remis un atelier demain après-midi avec Philippe Sony et les militants pour reparler d'HBV Cure et des progrès qui sont faits. Je suis désolé, c'est toujours très dur de parler simplement de l'hépatite B. Ah ben c'est impossible. Moi j'avais une question, on va renvoyer les questions à la salle, mais une question pragmatique. Tu nous as dit qu'aujourd'hui le traitement dans l'hépatite C, il pouvait être considéré comme de la réduction des risques. Et la question qu'on a envie de poser, c'est est-ce que dans l'hépatite B, la réduction des risques, c'est la vaccination, ou est-ce qu'on pourrait imaginer aussi que la réduction des risques, ce soit le traitement? Et en particulier, eu égard à ce qu'on voit, je pense que c'est pareil chez vous que chez nous, les vagues de migrants arrivent, on ne le dit pas, mais moi je pense que les 30 derniers migrants que j'ai vus arriver, qu'on a dépistés, il n'y avait aucun VIH, aucune hépatite C, mais il y avait 8 hépatites B, 3 stades de cirrhose, dont un gamin de 20 ans. Donc, ce qui vont poser des soucis en termes de modification de l'épidémiologie nationale. On va bientôt avoir autant d'hépatite C que d'hépatite B en France, parce qu'il y en a un qui descend et l'autre qui augmente. Donc, est-ce que tu crois qu'on pourrait avoir une RDR hépatite B? Ben, moi, je crois que oui, enfin, clairement, c'est ce qui justifie, à mon sens, le dépistage précoce, c'est le traitement rapide. C'est-à-dire qu'un jeune qui arrive, le jeune de 20 ans qui arrive avec une cirrhose, en général, il est fortement répliquant. Et à 20 ans, quand on arrive, voilà, on est à risque de transmettre son virus. Donc je pense que dépister précocement les sujets porteurs de l'hépatite B sur notre territoire, c'est permettre de les traiter précocement. Et c'est aussi un argument très fort par rapport à ce que je disais sur le traitement des tolérants humains. C'est des gens qui sont hautement répliquants, donc hautement contaminants. Et donc, et c'est souvent des jeunes. Qui n'ont pas de sexualité. On nous dit que les migrants n'ont pas de sexualité. Bien sûr, les migrants n'ont pas de sexualité, bien évidemment. Mais bon, enfin, en gros, bien sûr que l'idée du dépistage, c'est traiter précocement tous les gens qui répliquent. On sait clairement que quelqu'un qui est non répliquant ne transmet plus son virus. Ça, c'est vrai pour tous les virus qu'on connaît. Et clairement, c'est vrai aussi pour l'hépatite B. Étant entendu que ça, c'est bien connu aussi, le virus d'hépatite B est quand même des trois compères, celui qui est le plus contaminant. Le risque de transmission du B, par voie sexuelle en particulier, est beaucoup plus important que celui du VIH. Donc oui, moi je suis complètement d'accord. Des questions dans la salle? Ariane? Moi c'était sur le même thème, sur la transmission, parce que dans la tête des patients, beaucoup ne savent pas s'ils sont à risque de transmettre ou pas. Et des fois on se retrouve avec des gens qui sont sous traitement, charge virale contrôlée, eux mettent des capotes et les autres non. Ceux qui n'ont pas de traitement. Donc je crois qu'il faudrait, comme dans le VIH, rajouter cette indication, c'est ceux qui sont à risque de transmettre, qui n'arrivent pas à mettre des capotes tout le temps, ce qui est compréhensible. Déjà, il faut expliquer pourquoi on veut mettre une capote, etc. Donc, pour moi, c'est très important, parce que on sait que c'est un virus très transmissible. Tout à fait. Et là, je vois bien que dans tout le topo, on en a très très peu parlé. Alors, c'est pas une indication, voilà ce que je veux dire. C'est pas une indication de traitement. Alors, le risque de transmettre. Alors dans le VIH, on l'avait fait mettre comme indication à un moment donné. Bon, maintenant, clairement, aujourd'hui, dans les recommandations, c'est pas une indication de traitement. Encore une fois, ça c'est sûr. Alors, par contre, effectivement, les gens, c'est ce qu'on vient d'évoquer tout de suite, les gens qui sont à forte réplication, je pense que l'indication, elle est là. C'est un argument fort pour traiter les gens qui répliquent. Alors, cette indication, elle existe quand même dans les faits, puisqu'il y a des gens chez qui on va débuter un traitement et qu'on traite depuis un certain temps. C'est les gens qui sont professionnels de santé, par exemple. Les gens qui sont professionnels de santé, qui sont répliquants, on a tendance à... Enfin, on n'a pas tendance, on les traite à l'évidence. Et les gens porteurs du virus B qui sont professionnels de santé, on va les traiter. Je pense qu'il faut faire la même chose pour les jeunes migrants que tu évoques. Ça, c'est sûr. Et prostituer les migrants et les professionnels de santé, même combat. Voilà. Juste, tu as dit quelque chose et je voudrais insister là-dessus par rapport à une expérience qu'on a avec SOS Hépatite. Tu as dit, bien sûr, on vaccine l'entourage des gens porteurs d'hépatite B. J'en profite pour dire qu'on ne l'a pas présenté aujourd'hui, on s'y était engagé, mais SOS Hépatite, on a fait avec différents hépatos qui ont accepté de jouer le jeu et demander à leurs patients de remplir un questionnaire et de nous le renvoyer. Sur plus de 200 personnes porteurs chroniques d'hépatite B suivies dans le service d'hépato,
en bref, sans dire qui ils sont, il y en a un tiers qui disent qu'ils n'en ont jamais parlé à leur entourage. Donc, et que l'entourage n'est pas vacciné. Donc il faut arrêter de croire que c'est quelque chose d'acquis. Je pense que nous, on les voit en face-face, et c'est probablement plus compliqué que ça. Et je pense que même quand ils sont sous traitement, je pense que régulièrement, on en a parlé à la première consulte, mais 1 an, 2 ans, 3 ans après, il faut redire, au fait, vos enfants, ils sont dépistés, votre femme, elle a été informée, voilà. Je pense qu'il faut remettre ça il faut en discuter régulièrement. C'est d'autant plus important que ce n'est pas toujours facile, hein. C'est vrai que le bon nombre des patients qu'on voit arriver pour des nouvelles infections par le virus B sont des gens qui ont des parcours un peu compliqués, qui ont des familles éclatées, et quand on leur parle du reste de la famille, c'est souvent un casse-tête. C'est-à-dire qu'il faut souvent y revenir à plusieurs fois pour arriver ne serait-ce qu'à faire le dépistage de l'entourage, ça c'est sûr. Alors l'autre chose importante, parce que tu parles de la vaccination, j'en ai pas parlé là, c'est pour moi une des difficultés, moi je trouve aujourd'hui dans les stratégies de dépistage, de mise en place de TROD dans des populations plus fragilisées, c'est justement l'accès à la vaccination. Et je pense qu'on a vraiment un enjeu important, un enjeu de réflexion, parce que finalement les gens qu'on va dépister qui sont négatifs pour le virus B, on va leur proposer la vaccination. En général, elle est acceptée. Le problème, c'est qu'on fait une injection et que c'est très difficile de faire la deuxième et encore plus la troisième. Donc il y a une réflexion sur des programmes de vaccination, à mon avis, raccourcis et sur des moyens à trouver pour que ces patients puissent être vaccinés efficacement. Et je crois que là, il y a du boulot encore. Alors, il y a non seulement du boulot, mais dans la même enquête, 20%, tu m'entends bien, des gens porteurs d'hépatite B chronique n'ont pas confiance dans le vaccin. C'est une catastrophe, parce qu'il y a pas... C'est des gens qui ne devraient pas douter pour leur entourage. Et beaucoup plus chez les gens qui sont nés en France que chez les gens qui sont nés à l'étranger. Ça, on le savait déjà, bien sûr. On publiera ces résultats-là à l'occasion des francophones. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui. Je voulais juste une petite précision. Vous dites que vous trodez et vous vaccinez en même temps, c'est ça? Au même moment, en fait. Vous les voyez en trode et quand ils sont négatifs, vous vaccinez, c'est ça? Il y a une proposition qui est faite de vaccination chez les... Alors, non, c'est pas tout à fait ça, parce que c'est pas tout à fait ça, puisque les TROD, on n'a pas forcément le titre d'anticorps anti-HBS. Vous savez que le TROD VHB, il y a différents TROD VHB. Hein. On fait de l'antigène HBS, donc on va dépister des gens positifs. Après, effectivement, nous, ce qu'on fait, c'est que quand on fait du TROD VHB et que les gens sont négatifs pour le moment, on leur propose une vaccination de façon très claire. Et on fait ça depuis un certain nombre de temps, y compris avant les TROD. On fait ça dans les centres d'hébergement, des foyers de jeunes travailleurs. L'enjeu, c'est que la première vaccination, ça va tout bien. Le problème, c'est la suite. Hein, c'est-à-dire que même quand ils sont sur un centre d'hébergement, parce qu'on travaille beaucoup dans des centres d'hébergement, eh bien, la deuxième visite, c'est beaucoup plus compliqué. Ah oui, on retourne. C'est tout. Alors, clairement, c'est tout sur place. Hein. Tout ce qui est fait, c'est des actions qui sont faites en délocalisé sur place. C'est-à-dire qu'on ne fait pas venir les gens, je ne sais où, pour se faire vacciner. On va sur place. Mais malgré ça, il y a des perdus de vue, parce que les parcours sont chaotiques. Vous êtes dans un CADA, si vous voulez, un mois après, c'est pas forcément les mêmes qui sont là. Enfin, c'est un peu extrême le CADA, mais même dans des foyers, dans des CHRS ou des centres d'hébergement, ça bouge beaucoup. Pour autant, tu es d'accord que les immunologistes nous disent que une vaccination, une dose permet 80% de la protection à vie, la deuxième on est à 90-92 et qu'on va à 97 avec la troisième. Donc peu importe si on arrive à faire les trois, l'important c'est d'en faire au moins une, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Mais c'est vrai que surtout quand on est dans une population adulte, probablement qu'on est un peu sous-optimal. Il faut le faire, mais c'est... Mais dans les CHRS, moi j'ai entendu, on commence pas parce qu'on les aura pas sous la main pendant 3 mois. Oui. Et je pense que c'est une catastrophe, quoi. C'est pas parce qu'on les aura pas 3 mois sous la main qu'il faut pas commencer. Encore des questions? Et merci François d'être venu participer à notre pot de banane annuel. On va accueillir... Merci.